Bonjour à tous, merci à tous d'être présents parmi nous aujourd'hui. C'est un grand plaisir de poursuivre ce cycle de webinaires. Alors pour ceux qui ont été présents sur les deux premiers épisodes, vous le savez, ces webinaires sont issus d'une première collaboration euh, très concrète du réseau francophone Ville-Amie des Aînés et de Leroy Merlin Source, qui s'est soldé par ce bel exemplaire des essentiels amis des aînés, le numéro 9, qui porte sur le thème des habitats pour des vieillissements. Ça a été vraiment un grand plaisir de travailler sur ce numéro qui, je crois, est d'une belle qualité et réunit les contributions d'une diversité d'auteurs autour des enjeux liés au vieillissement et à l'habitat. Je pense que mes collègues vont pouvoir vous remettre dans le fil de discussion le bon de commande si vous n'avez pas encore eu l'occasion d'y jeter un œil. En tout cas, on s'est dit qu'on n'allait pas s'arrêter en si bon chemin dans cette collaboration. Et donc, c'est pour cette raison que Leroy Merlin Source a accepté de continuer à travailler avec nous à travers ce cycle de webinaires. Et c'est aujourd'hui la troisième session. Donc, j'en profite pour remercier également Idealco qui nous a suivis dans l'aventure et qui nous propose un super support technique pour réaliser ces temps d'échange et de réflexion, sachant que le distanciel, c'est chouette parce qu'on peut être plus nombreux, mais qu'on sait très bien que la technique, c'est important pour qu'on passe de bons moments ensemble. Donc, merci à chacun. C'est vraiment le fruit d'une belle collaboration. D'un point de vue très technique, justement, pour tous les participants, sachez que vous pourrez poser vos questions dans le petit onglet questions-réponses dédié à cet effet. Donc, soit en bas de l'écran si vous êtes sur Zoom, soit sur Vimeo sur le côté de l'écran, à gauche en règle générale. Donc, la session d'aujourd'hui, elle porte sur les modes d'habitat alternatifs. Et on va avoir trois intervenants d'une très grande qualité sur ce sujet-là. Marc Favez, Hélène Lénart et Maya Lecoing, qui vous seront présentés tout à l'heure. En tout cas, je trouve que le sujet de ce webinaire est particulièrement intéressant, aussi parce que quand on va parler d'habitat alternatif, on va essayer finalement de mettre en lumière l'importance de sortir de cette vision très manichéenne d'une opposition entre le chez-soi classique dans lequel on a élevé les enfants et puis de l'autre côté, à l'exact opposé, l'EHPAD dans lequel on rentrerait contraint et forcé. Et ce que je trouve particulièrement intéressant en dehors de la modernité de ces débats qui sont au cœur de l'actualité, pour ceux qui ont lu le rapport de Luc Broussy qui est sorti hier, ou encore celui de Pisto et Wolfram, mais je pense qu'ils sont largement cités sur la session, et tant d'autres ces dernières années. Je trouve que ce qui est particulièrement intéressant, c'est que c'est aussi finalement le reflet des représentations sociales qui existent aujourd'hui sur le vieillissement, entre le senior actif, tout jeune retraité, et la personne âgée extrêmement dépendante, avec quelquefois l'oubli de la diversité en fait des aînés entre les nombreuses générations âgées, entre 50 ans. Voilà, aujourd'hui, on commence à parler d'avancée en âge à partir de 55 ans. Les retraités, la moyenne en France, on est sur 62 ans de départ à la retraite. Si on va jusqu'à Jeanne Calment, moyenne de l'humanité, 122 ans, on imagine bien que les modes de vie à la retraite, les états de santé, de fragilité, les parcours de vie, les parcours de participation, de citoyenneté sont tellement diversifiés qu'ils doivent finalement être représentés aussi dans les parcours d'habitat qui sont proposés dans les bassins de vie des habitants. Et c'est en ça aussi que c'est vraiment un enjeu essentiel. Et on remarque aujourd'hui que l'habitat alternatif, c'est encore finalement une marge très, très faible d'habitants qui peuvent en bénéficier et en profiter. Donc, on a un enjeu très fort. Vous êtes nombreux aujourd'hui à venir de collectivités locales pour nous écouter. Et je crois qu'il y a un enjeu très fort des politiques publiques pour accompagner cette transition vers une diversification des modes d'habitat. Donc, c'est vraiment ces sujets-là qu'on va aborder aujourd'hui. Et je voulais redire aussi, à travers la diversité des aînés, quelque chose qui est fondamental dans cette démarche Ville-Amie des aînés, c'est celle avant tout du choix qu'on peut avoir, quel que soit le domaine, et dans l'habitat également, quel choix on a de l'habitat qu'on va pouvoir choisir dans notre parcours résidentiel. Et puis le plaisir aussi, le plaisir qu'on va avoir à y vivre,
et à y vivre le plus souvent entouré. Alors après, hein, c'est des choix individuels, est-ce qu'on a envie de vivre en colocation, dans la mixité générationnelle, ou bien entre seniors, ou encore de façon différente. En tout cas, voilà, ce choix et ce plaisir qui sont au cœur de la réflexion, et puis aussi les particularités qui sont liées à l'avancée en âge. Je crois qu'il ne faut pas confondre hein, les questions, par exemple, sur l'habitat alternatif ou l'habitat inclusif, les questions liées au handicap et au vieillissement. Quelquefois, il y a des ponts qui peuvent être réalisés, on peut s'inspirer, mais il y a vraiment des particularités à bien prendre en compte. Et je crois que sur le vieillissement, la question du rythme, par exemple, est quelque chose d'assez essentiel, y compris sur la question de l'habitat. Donc, merci beaucoup à tous d'être présents et je vous donne la main pour la suite de l'aventure. Alors, je me permets juste, moi, de glisser le fait, enfin, de me répéter une nouvelle fois en disant que le Club PAPH est vraiment ravi de prêter main forte au réseau francophone de la ville amie des aînés et à Leroy Merlin, réseau de recherche sur l'habitat de Leroy Merlin, sur la webconférence des habitats pour des vieillissements, des modes d'habitat alternatifs. Moi, mon intervention est juste de vous dire que vous retrouverez l'ensemble des supports de présentation qui vont être exposés lors de cette belle webconférence dans l'espace formation sur le Club PAPH via le module document. Une fois que l'enregistrement sera traité, vous pourrez rebénéficier ou bénéficier tout simplement de la qualité de la webconférence. Voilà, et vous pourrez par ailleurs télécharger les supports de présentation. Je n'en dis pas plus. Je vous remercie, Pascal. C'est à Claire, en fait, qui va prendre la parole. À Claire, pardon. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup. Alors, en petite introduction, effectivement, vous rappelez ou vous informer sur l'existence de Leroy Merlin Source. Dans Leroy Merlin Source, on entend Leroy Merlin, mais c'est vrai que le mot source qui est associé peut être interrogatoire. Donc, en fait, Leroy Merlin Source, c'est le réseau de recherche de Leroy Merlin qui a été créé en 2005 et qui porte spécifiquement sur l'habitat. Il rassemble près de 60 chercheurs académiques ou indépendants, mais aussi professionnels de l'habitat. Et ces chercheurs partagent les thématiques, les approches de leur discipline et les métiers et élaborent avec nous des chantiers de recherche. Et donc, depuis 2011, c'est plus de 60 recherches qui ont été conduites avec pour objectif d'appréhender, comprendre les évolutions, les modes de vie, les attentes et les besoins des habitants, mais aussi leur stratégie personnelle d'adaptation au regard des grandes évolutions. Donc, quand on parle des évolutions, on entend des évolutions démographiques, énergétiques et numériques, et qui toutes peuvent avoir des impacts sur le logement. Les savoirs qui sont créés au sein de Leroy Merlin Source sont tous disponibles en open source sur leroymerlinsource.fr. Nous y avons rassemblé les résultats des recherches que nous avons menées entre 2017 et 2020 dans un ouvrage que l'on vient de publier qui s'intitule « Métamorphose du chez-soi ». Et cet ouvrage est disponible sur demande à l'adresse mail qui est ici indiquée. La thématique que nous avons appelée au sein de notre réseau Habitat et Autonomie et donc qui traite des rapports entre les habitants et leur logement et son adaptation pour permettre une autonomie tout au long de la vie est celle que nous avons la plus investiguée depuis la création du réseau. Et notre recherche emblématique sur ce sujet s'appelle « J'y suis, j'y reste ». Elle donne la parole aux personnes âgées dans 3 volets vidéo qui chacun dure 52 minutes. Ces 3 volets ont été réalisés en partenariat avec AG2R La Mondiale et conduits par Marie Delsal, qui est psychanalyste. Le premier volet donne à entendre les seules paroles des personnes âgées sur leur motivation à rester chez elles le plus longtemps possible. Le deuxième volet intègre en complément la parole des aidants familiaux et professionnels. Et le troisième volet, lui, se focalise plutôt sur la problématique des travaux d'adaptation des logements. Donc, ces 3 films sont disponibles et visionnables en ligne sur leroymerlinsource.fr. Nous avons aussi réalisé 2 recherches avec Mélissa Slipetit, l'une sur l'aménagement du logement des jeunes retraités, donc qui est disponible sur le site, et une autre recherche qui est en cours de publication et qui sera vraiment disponible la semaine prochaine sur l'utilisation des objets connectés par ces jeunes retraités.
Un certain nombre de contenus de recherche et d'expérimentation qui sont menés par Leroy Merlin Sources sont reprises et détaillées dans le numéro 9 des Essentiels que nous avons donc co-réalisé avec le réseau francophone Ville Amie des Aînés. Merci beaucoup Claire et Angélique de cette présentation. Moi, je suis heureux de vous saluer tous et de vous accueillir donc pour ce webinaire consacré aux formes d'habitat alternatives et pour lesquelles nous avons invité 3 personnes qui sont chacune dans ce domaine avec une forte expérience. Tout d'abord, Hélène Lénart, qui est administratrice du réseau APA, qui nous en dira un tout petit peu plus dans quelques instants. Marc Favez, qui est responsable d'unité Habitat et Travail Social Communautaire à Pro-Sénéctouté, canton de Vaud, ce qui nous permettra d'avoir ensemble le regard de la Suisse sur la question de l'habitat alternatif dans le cadre du vieillissement. Et puis Maya Lecoin, directrice de l'association Ayem Zamen, que certains d'entre vous connaissent aussi sous l'appellation Café Social à Paris. Alors, plutôt que de faire une introduction que Angélique a déjà bien préparée, on a plutôt décidé de poser à nos 3 intervenants une question qui va nous permettre de bien comprendre un petit peu comment aujourd'hui se pose cette question de l'habitat alternatif. Alors, Hélène, Marc et Maya, on assiste depuis une petite dizaine d'années en France au développement de formes de logement collectif qui prennent place entre le logement historique et de la personne et son éventuelle prise en charge en EHPAD, comme l'a souligné Angélique tout à l'heure, l'EHPAD pour la France et l'EMS pour la Suisse. Selon vous, à quelle demande des habitants ces nouvelles formes de logement répondent-elles? Alors, je vous propose, comme c'est une introduction, d'y répondre rapidement, chacun à votre tour. Donc, je commence par peut-être Maya. Oui, merci de me donner la parole, avec plaisir. Donc, je m'excuse par avance pour le masque, mais je suis au Café Social qui reprend vie peu à peu. Donc, voilà, vous allez aussi peut-être en profiter avec quelques bruits de fond. Alors, c'est difficile de vous parler des enjeux du déploiement de ce type d'habitat sans parler du profil type du public que nous, on accompagne au sein de notre association. Donc, ce sont des personnes âgées issues de l'immigration. Donc, avant tout, elles ont des caractéristiques, je dirais, communes à toutes les personnes âgées, qui peuvent être la perte d'autonomie, par exemple, ou le sentiment de solitude au quotidien, l'envie de ne plus vivre seule. Mais elles ont également des caractéristiques un peu plus spécifiques à leur parcours de vie, à l'immigration. Donc, il y a évidemment la question du non-recours aux droits et de la précarité économique, la précarité aussi résidentielle, de nombreuses problématiques de mal-logement auxquelles on a tenté de répondre via ce projet dont je vais vous parler juste après. Et puis, évidemment, je dirais que tous les dispositifs déployés via l'habitat inclusif, ils répondent en quelque sorte aussi à une faille institutionnelle, à des dispositifs qui ne plaisent plus aux personnes âgées, qui ne sont peut-être plus adaptés aussi aux besoins. En ce qui concerne notre public, c'est avant tout une question financière. Les EHPAD ne sont absolument pas adaptés aux capacités de notre public, qui a des petites pensions de retraite qui ne dépassent souvent pas les 800 €. Donc, on imagine bien qu'avec ce type de pension, on ne peut pas se payer une résidence EHPAD. Donc, voilà, ça répond aussi, je dirais, à un manque sur le territoire d'autres formes d'habitat à échelle plus humaine et qui répondent davantage aux attentes des personnes âgées aujourd'hui. Merci Maya. À vous Hélène. Oui, bonjour. D'abord, merci beaucoup au réseau Ville Amie des Aînés. Ça marche très bien. Pardon. Je remercie le réseau Ville Amie des Aînés et Leroy Merlin Sources de m'avoir invité pour ce webinaire. Donc, je suis administrative du réseau APA, donc il y a un réseau, le réseau d'habitat partagé accompagné, donc un réseau d'entraide entre les porteurs de projets, mais je ne suis moi-même pas porteur de projet et je suis en veille sur le sujet de l'habitat alternatif pour les personnes âgées depuis une douzaine d'années, avec une approche historique et comparative France-Allemagne. Donc, je vais répondre à cette première question sur les enjeux et les demandes des habitants avec finalement cette perspective en disant un petit peu comme Maya, mais de manière différente, qu'en fait, il s'agit plus de répondre à une demande, à des craintes qu'à une demande, parce que ces habitants ont encore très peu de notoriété. Donc, la crainte, qu'est-ce que c'est? C'est la crainte qui est liée à l'évolution des politiques vieillesse depuis les années 2020, avec deux grandes lignes directrices. D'une part,
favoriser le maintien à domicile avec l'introduction de l'aide personnalisée à l'autonomie, l'APA, et d'autre part, améliorer l'accueil et les soins dans les maisons de retraite, donc avec la création des EHPAD aussi au tournant des années 2000. Mais paradoxalement, excusez-moi, paradoxalement, ce double mouvement a abouti à une dégradation de la situation dans ce qui était avant les maisons de retraite et ce qui sont les EHPAD. Ils sont devenus vraiment un dernier recours pour des gens quand le domicile n'était vraiment plus possible et leurs moyens n'ont pas évolué assez vite par rapport aux besoins des personnes qui s'y installaient. Donc, on s'en souvient peut-être plus à cause de la pandémie, mais dans les années, en 2019, il y a eu des mouvements sociaux assez importants dans les EHPAD où le personnel s'insurgeait sur les conditions de travail, mais aussi les conditions d'accompagnement des personnes. Bon, cette situation déjà préoccupante en 2019 s'est aggravée avec la crise sanitaire. Donc, il y a bien une prise de conscience des limites du domicile, de l'isolement qu'on peut y vivre quand sa propre mobilité est réduite, et puis aussi de la peur d'être en situation de détresse quand on vit seul au domicile face à une chute sans possibilité d'absence extérieure. C'est vraiment une crainte des personnes que j'ai rencontrées quand j'ai étudié ces formes alternatives d'habitat. Mais ce qu'on voit aussi, c'est une véritable difficulté à anticiper, et ça c'est quelque chose qu'on partage nous tous, je pense, à anticiper, à se préparer à cette question du vieillissement et du grand vieillissement. Et c'est d'autant plus difficile que personne ne souhaite se projeter quand un choix est limité entre le domicile qui risque d'être inadapté et un EHPAD qui est plus redouté, qui fait repoussoir. Bon, il y a quand même quelques rares pionniers qui se sont projetés, qui l'ont fait, qui ont créé des habitats pour eux-mêmes, ou qui ont souhaité les créer, puisqu'ils n'ont pas tous habité, avec la volonté de garder la maîtrise de leur vie et de leur choix dans la vieillesse. Donc là, je parle il y a 2 projets qui sont très emblématiques, qui sont les Baba Yaga, dont tous les créateurs n'ont pas habité, et puis Chamarel aussi, qui s'est ouvert il y a quelques années. Mais dans la plupart des projets alternatifs que j'ai étudiés, je vous en parlerai un tout petit peu, j'ai rencontré des habitants qui ont découvert des projets qui étaient portés par des tiers, c'est-à-dire qui n'étaient pas conçus pour eux-mêmes. Ils les ont donc ouverts un peu par hasard et ils ont vraiment eu le sentiment d'avoir trouvé de façon providentielle une réponse satisfaisante à ce dilemme quand c'est ni domicile ni EHPAD. Pouvoir s'installer dans un vrai domicile où sont articulés au mieux les possibilités d'autodétermination, la sécurité, la convivialité et l'intimité, et donc la possibilité de garder une maîtrise sur ses choix de vie. Donc c'est vraiment, pour les personnes, ce n'est pas des attentes, c'est quelque chose d'inespéré, quelque chose qui leur est tombé du ciel, on peut dire. Et ça, bon, j'ai travaillé avec Maya et c'est bien ce que j'ai constaté en interrogeant les habitants. Donc, pour résumer, Hélène, si je ne me trompe pas, c'est à la fois beaucoup de crainte et de temps en temps la possibilité pour certaines personnes de tomber sur cette solution. Voilà. Merci beaucoup. Marc, c'est à vous depuis la Suisse. Merci. Merci d'abord aussi pour l'invitation à participer à ce webinaire. Je dirais 2 réponses, 2 angles d'approche différents pour répondre à cette question. D'abord, vous verrez après dans ma présentation, je m'occupe de 2 choses, des logements qu'on appelle encore protégés, on aimerait que ça évolue un peu de terme, et puis aussi du travail social communautaire. C'est 2 unités qui ont fusionné il y a peu de temps. Et du côté du travail social communautaire, ça fait 20 ans qu'on développe des projets avec des communautés de seniors. Et là, quand on aborde la question dans le diagnostic communautaire, la question du logement, tout le monde nous répond toujours « j'aimerais pouvoir rester chez moi le plus longtemps possible ». Et si je dois quitter chez moi, j'aimerais pouvoir rester dans mon quartier ou dans mon village. Donc, il y a une vraie envie de pouvoir rester là où j'ai créé des liens sociaux, surtout ceux qui demeurent quand les possibilités de mobilité diminuent. Je veux dire, on veut rester en lien avec les gens qu'on connaît, qui sont proches. Ça, c'est une première réponse. Une deuxième, c'est qu'en Suisse, je pense, comme partout ailleurs, on a essayé de juguler les coûts de la santé en diminuant le recours à l'hospitalisation institutionnelle. On a développé énormément ces dernières années les soins à domicile. Et ce que nous disent les personnes qui représentent les soins à domicile, quand on se rend compte dans les réseaux, c'est qu'ils sont souvent avec des personnes isolées. Les seules personnes que ces personnes rencontrent, c'est les soignants. On peut bénéficier parfois jusqu'à plusieurs
dizaines d'heures par semaine d'accompagnement par les professionnels et n'avoir aucun contact avec des amis ou de la famille. Et parallèlement, je rejoins ce que disait Hélène Lénart, aujourd'hui, les MS en Suisse et pas en France, c'est devenu vraiment la toute dernière étape avant la mort. Chez nous, c'est 6 mois de la moyenne de vie en MS. Donc, voilà, je disais 2 ans, en fait 3 ans d'attaque, ça explique que les gens vont chercher, s'ils ne peuvent plus rester dans leur logement, une solution qui leur permette de rester indépendants en bénéficiant d'un accompagnement et peut-être d'avoir favorisé aussi les liens sociaux. Merci Marc, c'est à Claire. Merci beaucoup à tous les trois pour ces premiers éléments de réponse. Hélène Lénart, vous l'avez dit, vous êtes administratrice du réseau APA, donc qui est le réseau de l'habitat partagé et accompagné, qui réunit des porteurs de projets d'habitat partagé, mettant en commun leurs expériences pour faire justement aboutir ces différents projets. Donc, on entend beaucoup parler habitat intermédiaire, habitat inclusif, habitat alternatif. Le vocabulaire évolue pour désigner différentes formules d'habitat. Selon vous, qu'est-ce que cela signifie de façon concrète? Alors, vous pouvez mettre la première diapositive. Oui, cette évolution du vocabulaire est loin d'être anecdotique et d'ailleurs, elle permet même de retracer l'histoire de ces habitats. Chronologiquement, on a d'abord parlé des formes alternatives d'habitat avec les initiatives de la fin des années 70, début des années 80 en France, par exemple, et dans d'autres pays d'Europe. Quand on utilise le mot alternative, il s'agit d'alternative au sens fort du terme, car ces initiatives participaient vraiment d'une remise en cause assez radicale des dispositifs et des pratiques existantes, avec quasiment une dimension de subversion. Elles étaient portées par des citoyens, souvent des professionnels de la gérontologie, mais pas uniquement, pour proposer un autre accompagnement aux personnes les plus en difficulté, du fait de l'isolement, d'état de santé ou des troubles cognitifs, et leur éviter l'entrée dans des établissements où les conditions de vie étaient très difficiles à l'époque. On ne se souvient plus forcément, mais on n'était pas loin de l'hospice, avec des chambres à 3 ou même des chambres à 30, je crois. La notion d'habitat intermédiaire, elle, a été introduite beaucoup plus tardivement. Là, il ne s'agissait plus de proposer vraiment autre chose. L'alternative, c'était une vraie alternative qui voulait être proposée, mais plutôt donc une solution intermédiaire pour combler un manque intermédiaire entre le domicile et l'EHPAD, quand c'est plus difficile de rester au domicile, mais que l'EHPAD n'est pas encore nécessaire. Donc, il y a d'abord eu les foyers logements, les résidences-services, et puis des formes alternatives pensées comme une étape dans le parcours résidentiel des personnes âgées. Par exemple, donc une commune qui construit en centre-bourg un groupe de logements adaptés pour des personnes âgées. En effet, depuis la loi HPST qui a modifié la procédure de création des foyers logements et des EHPAD en instaurant les appels à projets, pour les communes, c'était plus difficile de faire ouvrir ou d'avoir un établissement pour personnes âgées dans la commune, donc ça permettait donc de proposer quelque chose quand même assez administré en dehors du Code de l'action sociale et des familles. Ces initiatives se sont multipliées et donc j'appartiens aussi à un collectif qui est le collectif Habiter Autrement, qui a travaillé pour la prise en compte par la loi d'adaptation de la société au vieillissement des formes alternatives d'habitat. Et pour eux, donc, j'ai conduit une étude sur une dizaine de sites après un recensement non exhaustif, mais assez important. Et donc, nous avions choisi d'intituler l'étude « Les habitats alternatifs citoyens solidaires accompagnés prenant en compte le vieillissement ». Donc, c'est un nom impossible, mais on avait choisi de ne pas raccourcir, mais qui a l'intérêt de montrer les différentes facettes de ces habitats, et en particulier le côté citoyen solidaire. Donc, c'est une dimension importante sur laquelle je reviendrai tout à l'heure. Enfin, donc, pour continuer ce voyage dans le vocabulaire, donc, lors de la création du réseau APA de l'habitat, ce réseau d'entraide entre porteurs de projets, nous avons choisi l'appellation habitat partagé et accompagné et avons travaillé sur une définition précise. Il s'agit d'un domicile ordinaire où des personnes choisissent d'habiter en proximité pour partager des espaces et des services, leur permettant de mieux faire face ensemble à leur fragilité grâce à ce partage.
Dans cette définition, nous avions aussi introduit les notions de participation des habitants, de partenariat pour le portage de projets, de taille humaine, d'inclusion dans la cité et d'accessibilité économique. Ces différentes notions sur lesquelles nous avions insisté sont aussi constitutives de la définition de l'habitat inclusif au sens de la loi Elan de 2018. La loi Elan, donc loi portant sur l'évolution du logement, de l'aménagement et du numérique. Cette loi a été élaborée, comme c'est dit sur le site qui la présente, en partant du terrain, avec une véritable concertation avec les associations porteuses de projets de l'habitat alternatif dans le champ du handicap et des personnes âgées, d'où finalement une définition qui correspond bien entre les définitions données par le réseau APA et le cahier des charges retenu dans la loi Elan. Alors la loi Elan, donc pour revenir sur le vocabulaire, a retenu le terme inclusif, enfin le législateur a retenu le terme inclusif, s'inspirant des réflexions dans le champ du handicap. Ce choix a été contesté car il peut laisser entendre que les formes d'habitat qui ne répondent pas précisément au cahier des charges de la loi Elan ne sont pas des habitats inclusifs, ce qui est tout à fait faux. Il y a 1000 formes d'habitat qui sont inclusifs, mais qui n'ont pas les critères que je viens de d'énoncer. D'ailleurs, les derniers événements en date dans ce champ qui sont donc la mission Pifto-Wolfram, donc qui a été confiée par le Premier ministre pour analyser les freins au développement de l'habitat inclusif et faire des propositions pour son développement. Une des propositions était de rebaptiser l'habitat inclusif habitat accompagné et partagé intégré dans la cité. Bon, c'était pas possible, il n'a pas été choisi de rebaptiser parce que ça signifie faire voter une loi, donc c'est pas à l'ordre du jour. Ce qui a été préféré comme avancée, c'est d'introduire une nouvelle prestation individuelle qui est l'aide à la vie partagée pour permettre le financement de l'animation du projet de vie sociale dans l'habitat inclusif. Donc, ce qu'on peut retenir de ce parcours dans le vocabulaire, c'est que l'inclusion n'est pas l'apanage de l'habitat inclusif au sens de la loi Elan, de même que le terme participatif a été retenu par les rédacteurs de la loi ALUR, donc loi pour l'accès au logement et à un urbanisme rénové. Donc, cet habitat participatif, c'est le nouveau nom de ce qui s'appelait avant l'habitat partagé et autogéré. Donc, inclusion et participation sont des dimensions importantes de l'ensemble des formes alternatives d'habitat. Et si le choix n'est pas heureux, pour éviter les confusions, donc il faut mieux se dire qu'on utilise les termes tels qu'ils ont été définis dans la loi, mais qu'il faut faire la différence entre le concept tel qu'on l'entend dans la langue française et l'objet tel qu'il est défini dans la loi. Donc voilà, j'ai fini mon parcours de vocabulaire là. Merci beaucoup. Et donc, sur la base de quelles caractéristiques pourrait-on différencier les différentes formes d'habitat alternatif? Est-ce que, par exemple, on pourrait qualifier ces différents habitats en grandes catégories afin de donner plus de visibilité à l'offre? Alors, je vais vous demander de passer à la diapositive suivante, effectivement, pour introduire un petit peu donner quelques repères en dressant un panorama selon 3 dimensions. Donc, les 2 premières dimensions, ça va, on peut les afficher sur une carte. Donc, les 2 premières dimensions s'articulent autour du partage. Qu'est-ce qui est partagé et qui est la traduction concrète dans les faits du projet de vie dans l'habitat. Donc, sur le premier axe, en horizontal, on a le partage des espaces avec à une extrémité des logements complètement autonomes où il n'y a aucun espace partagé, et puis à l'autre extrémité, donc les logements de type colocation où seule la chambre est un espace privatif, tout le reste étant partagé entre les habitants. Et puis, en situation intermédiaire, on a un certain nombre on a des logements indépendants assez rapprochés les uns des autres pour partager des espaces. Ce sont des espaces soit de convivialité, soit des espaces fonctionnels. Donc, le deuxième axe, l'axe vertical, c'est l'axe des supports, de l'accompagnement et des services. Et donc là, on a une diversité qui est en termes d'intensité des services et puis de type de services partagés.
Donc, on a à une extrémité, donc tout en bas, des habitats sans aucun service partagé. Et puis, à l'autre extrémité, un accompagnement 24/24 avec de l'aide et du soin. Et puis, en situation intermédiaire, on peut avoir différents types, donc de la veille, de la surveillance, de l'animation pour la convivialité, de l'aide à la personne, enfin, un certain nombre de choses très diverses. Donc maintenant, on peut passer à la diapositive suivante pour avoir la troisième dimension. Voilà. Donc cette troisième dimension, c'est la dimension de citoyenneté, de solidarité que j'ai introduite tout à l'heure, donc à l'occasion quand j'ai cité l'étude où on avait parlé de l'habitat alternatif, citoyen, solidaire, accompagné, prenant en compte le vieillissement. Et cette caractéristique commune de ces différents types d'habitat, c'est comme le résumé Anne Laby avec laquelle j'ai travaillé, donc sociologue avec laquelle j'ai travaillé sur le sujet. Donc c'est un habitat dont le principe actif et commun est de compter sur l'implication des personnes elles-mêmes et le lien social pour faire face au vieillissement. Et donc ça se traduit en particulier en termes de gouvernance et de portage de projets. Donc on a les habitants portés par des institutions pour les habitants. Donc pour traduire cette dimension, j'ai mis des couleurs avec de rouge dans le pour. Des habitats conçus par les habitants pour eux-mêmes, conçus et gérés par les habitants pour eux-mêmes. Donc c'est le par que j'ai mis en vert. Et puis des habitats qu'on a appelés avec, des habitats conçus par des porteurs de projets avec les habitants. Donc c'est ce que j'ai mis en bleu. Donc, si on passe à la diapositive suivante, donc on voit donc en rouge des formes qui sont plus institutionnelles. On a les résidences-services, les foyers logements, les résidences autonomie. On a aussi les MARPA, les petites unités de vie, et puis surtout les EHPAD qu'on voit tout en haut, donc avec beaucoup de services et peu d'espaces privatifs, beaucoup d'espaces partagés, alors que les résidences-services, là, on a des logements autonomes regroupés avec différents types de services, un petit peu comme les foyers logements ou les résidences autonomie, et en particulier une veille 24/24 et puis des services en journée. Vous avez en vert donc l'habitat participatif, autrefois dit habitat groupé autogéré, donc où là en général c'est des habitants qui choisissent de concevoir leur habitat et de le gérer par eux-mêmes par la suite. Et donc là on a le plus souvent des espaces autonomes avec des espaces partagés intérieurs et extérieurs. Et si on passe à la diapositive suivante, on arrive à l'habitat avec en bleu, où on s'aperçoit que malgré tout, il y a encore une diversité d'appellations, qui correspond au parcours que j'ai fait avec vous en répondant à la première question. Donc finalement, avec un mot qui s'impose maintenant, qui est l'habitat inclusif. Alors, excusez-moi. Donc, il y a une grande diversité puisqu'on va dans ce type d'habitat de la colocation avec plus ou moins d'accompagnement à des formes, à des habitats autonomes où on a par exemple quelques maisons plus une maison partagée et puis aussi soit un accompagnement 24 on peut avoir de l'accompagnement 24/24 comme un passage très, très occasionnel de quelqu'un qui fera de l'animation et de la médiation ou de l'accompagnement. Bon, vous aurez deux illustrations avec les présentations de Pascal de Marc et Lecoin, de Marc et Maya, excusez-moi, de deux modes d'habitat très, très différents les uns des autres. Et donc, le dernier schéma, rapidement, donc, qui réfère les différents types d'habitats aux lois qui les ont précisés. Donc, on a la loi d'adaptation de la société au vieillissement qui a précisé le statut des résidences-services, transformé les logements foyers en résidences autonomie, éventuellement fait
dit un certain nombre de choses sur les EHPAD. La loi Elan qui a donné un cadre en créant cette notion d'habitat inclusif et dégager des financements pour ce qu'on appelle l'animation de la vie sociale et partagée. Et puis la loi Allure de 2014, donc, qui, elle, a donné un cadre à l'habitat participatif pour lui permettre de se développer. On a en jaune deux formules aussi d'habitat alternatif qui ne rentrent pas trop dans les cases de la gouvernance. Je ne sais pas trop où les classer, mais je les ai quand même mentionnés. On a l'accueil familial qui lui aussi a été précisé, a eu un cadre précisé par la loi d'adaptation de la société au vieillissement, et puis donc la cohabitation intergénérationnelle où un jeune est logé par une personne âgée dans des conditions financièrement avantageuses, en échange de services, et donc ça a été précisé par la loi Elan. Donc voilà pour ce parcours en termes de vocabulaire. Aujourd'hui, ce panorama, excusez-moi. Oui. Aujourd'hui, seule une petite frange de la population, et la plupart du temps militante, a l'opportunité de co-construire son habitat. Quel accompagnement est proposé à ces petits, entre guillemets, porteurs de projets pour leur permettre de concevoir et de construire la forme d'habitat qui leur convient? Alors, ce qu'on peut dire effectivement, c'est que le nombre de projets où c'est vraiment les habitants qui conçoivent et gèrent ensuite leur habitat, donc les projets participatifs, malgré le bénéfice de la loi Allure, sont encore relativement restreints. Et d'autant plus les projets portés par les personnes âgées, parce que c'est des projets qui nécessitent des ressources, que ce soit à la fois des ressources sociales, des ressources physiques et puis des ressources économiques. Et puis un calendrier aussi qui n'est pas forcément adapté aux personnes âgées, surtout si elles sont fragilisées par les pathologies liées au vieillissement. Donc ces personnes-là, si elles cherchent des alternatives, auront plutôt tendance à se tourner, si elles ont la chance d'en trouver parce qu'elles sont encore relativement rares, vers des projets de type habitat inclusif, donc des projets par des tiers avec une forte volonté de faire participer les habitants. Et donc, on a vu que leurs attraits pour leurs habitants, c'est le fait d'être un vrai domicile avec un bail ordinaire et un équilibre entre autodétermination, sécurité, convivialité et intimité. Donc, vous pouvez passer à la diapositive suivante. Cet équilibre, il est permis par la co-construction du projet en partenariat avec les habitants. Et donc là, vous voyez sur cette diapositive, qui n'est pas forcément très, très lisible, mais en tout cas, elle illustre bien le nombre de partenaires qui sont impliqués dans un habitat inclusif, que ce soit au niveau de sa conception, du montage de projet, qu'au niveau de la vie courante. Donc, on a le porteur de projet, on a l'acteur qui va porter l'accompagnement, l'acteur qui va porter l'aide au domicile s'il y en a besoin, l'aide à la personne. On a les habitants, bien sûr, partie prenante, on a les aidants, on a les acteurs de l'immobilier, bailleurs et constructeurs. On a aussi les ressources du territoire, les collectivités locales, les associations, et puis on a les contributeurs financiers. Donc, il va falloir articuler tout ça, ce qui est assez complexe et nécessite un accompagnement. Et il y a eu une étude, on pourrait se dire à quoi ça sert, pourquoi faire si compliqué quand on peut faire simple, quand il y a une personne qui peut ouvrir une maison et tout gérer par lui-même, c'est plus facile. En effet, donc, il y a une étude d'une certaine ampleur en Allemagne sur les formes alternatives d'habitat pour les personnes âgées qui a montré que dans les habitats de ce type portés dans une approche partenariale, quand les différentes parties prenantes avaient vraiment un poids véritable dans la gouvernance, c'était les habitats où l'autodétermination des personnes était le mieux respectée et où santé et sécurité ne prenaient pas le pas sur la vie telle qu'on a envie de la vivre, c'est-à-dire avec ses joies, ses plaisirs et ses difficultés.
Bon, par ailleurs, cette étude a montré aussi que c'était des endroits qui pouvaient être plus conflictuels et plus difficiles à gérer. Mais donc, il y a le revers, on a le revers de la médaille, on a cette difficulté qui en fait aussi la richesse. D'où l'importance, moi j'aime bien parler de l'habitat partagé accompagné, et quand j'en parle, je dis l'importance des 3 parts. Donc, on a du partage, on a de la participation et on a aussi ce partenariat qui permet le croisement des regards. Voilà. Donc pour articuler tout ça, ces partenaires, donc les pionniers, ils y sont arrivés comme par miracle, tout seuls, portés par un élan, la volonté, une vision. Donc ça a été souvent pour eux un parcours d'obstacles aboutissant à des solutions bricolées localement. Quand la direction, la DGCS qui avait commandité une étude sur le sujet a vu les résultats ça c'était dans 2014-2015, les résultats de cette étude a dit mais c'est pas possible, ils sont hors la loi. Parce qu'effectivement, pour pouvoir faire ça, à l'époque, quand il n'y avait pas encore l'habitat inclusif, il y avait des choses qui étaient limites. Mais bon, ces initiatives pionnières sont souvent très séduisantes. Elles font la fierté de toutes les parties prenantes, qu'il s'agisse des porteurs de projets, des salariés et des habitants qui aussi se sentent des pionniers. Donc, ces initiatives ont été médiatisées. Puis aussi, il y a une préoccupation grandissante autour du vieillissement de la population et de la perte d'autonomie. Et puis, la mise à agenda du développement d'habitat inclusif qui inspire de nombreux porteurs de ce qu'on appelait les porteurs d'intention, enfin des gens qui veulent faire quelque chose. Donc, face à cet élan dans la foulée de la loi Elan, il y a quand même de nombreux risques qui nécessitent cet accompagnement. Il y a d'abord celle d'une sursollicitation des initiatives existantes qui sont plusieurs fois par semaine, comme le disait Maya, sollicitées pour parler de leur projet et pour leur dire bon, c'est génial ce que vous avez fait, on veut faire la même chose. Il y a aussi un risque d'essoufflement de ces porteurs d'intention avant qu'ils soient arrivés à faire aboutir leur projet, parce qu'il y a toujours, malgré le cadre posé par la loi Elan, c'est toujours un parcours très difficile. Il y a aussi un risque de perte de certaines dimensions constitutives de l'habitat inclusif, en particulier perte de ces notions de partenariat et de participation. On a des porteurs de projets pleins de bonne volonté, mais qui pensent pour les personnes et qui croient savoir ce qui est bon pour elles. Donc là aussi, c'est un danger. Et puis, il y a le manque de notoriété de ce type d'habitat du côté des différents partenaires potentiels. Et donc, il y a toute une nécessité d'acculturation de tous ces acteurs, qu'il s'agisse des bailleurs, des municipalités, même de l'ARF ou des conseils départementaux, différentes associations. Donc, c'est un type de travail qui nécessite de remettre en cause les pratiques existantes. Et donc, il y a un enjeu qui est d'accompagner tous les acteurs pour le développement des projets sur le territoire, donc toutes ces parties prenantes. Bon, c'est un des enjeux qui est à la base de la création du réseau APA de l'habitat partagé accompagné. Il y a d'autres acteurs qui ont commencé à développer des réponses. Je pourrais parler de Familles solidaires qui étaient aussi à l'initiative de la création du réseau APA. Et c'est aussi un enjeu identifié par les acteurs institutionnels qui portent le développement de l'habitat inclusif, la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie et puis avec les départements. Alors, je ne sais pas si j'ai encore 1 minute pour le dernier enjeu. Non, enfin très court alors. Donc, le dernier enjeu, c'est bien effectivement aussi l'accompagnement des personnes âgées elles-mêmes vers plus d'anticipation. Et on a évoqué tout à l'heure la difficulté d'anticiper quand on n'a pas de perspective. Et donc, il y a des petits porteurs de projets. Donc là, vous voyez marqué Habitage, on a aussi Habitat des possibles, qui travaillent avec les mairies pour susciter des groupes de retraités pour créer avec eux, co-créer avec eux, dessiner cet habitat pour les personnes âgées. Alors qu'ils y habitent ou non dans le futur,
déjà la participation à ces groupes, on a constaté que ça permettait un changement de posture et puis ça facilitait cette anticipation. Et donc, différents acteurs comme les caisses de retraite ont demandé à Habitage, d'ailleurs, ce n'est pas le même logo, excusez-moi, ont demandé à l'association Habitage d'animer des ateliers avec les retraités pour ce qu'ils appellent de prévention à la perte d'autonomie pour travailler sur la prévention à partir d'une réflexion sur habitat et vieillissement. Voilà. Merci beaucoup Hélène, merci infiniment pour cette présentation. Il y aura sûrement plein de questions qui viendront vers vous suite à cette première cartographie de l'habitat alternatif et accompagné aujourd'hui en France. Je vais maintenant céder la parole à Marc Favez. Vous êtes responsable, vous l'avez dit tout à l'heure, de l'unité Habitat et Travail Social Communautaire à Procéné-Clouté, canton de Vaud en Suisse, qui est une association, Procéné-Clouté, qui est pionnière dans l'accompagnement des personnes âgées en Suisse. Alors, vous avez créé en 1960 le concept de logement protégé. Quel lien entretient ce concept aujourd'hui avec quel lien aujourd'hui entretient le concept de logement adapté et accompagné avec ces premières réalisations qui étaient des réalisations pionnières pour vous? Alors peut-être pour faciliter le travail de Floria dans les passages des slides, je vais répondre en commençant par dire deux mots de l'association. Ça permettra aussi de situer le contexte historique. Cette association est née au début du XXe siècle avec une préoccupation, les vieillards nécessiteux. En l'absence de régime social, c'était donc une association qui a milité pour l'instauration de ce qui est devenu l'assurance vieillesse et survivants, qui a permis de garantir un revenu aux personnes âgées. Donc l'association aurait dû logiquement disparaître à ce moment-là. On peut passer à la slide suivante. Mais en fait, on s'est réinventé et notamment, on est resté en charge du service social pour toutes les personnes qui sont en âge de retraite. Et puis, on a développé beaucoup d'autres secteurs d'activité pour favoriser le bien vieillir des seniors. Et comme vous le voyez, il y a cette unité Habitat et Travail Social Communautaire dont je m'occupe. Et on va parler plus spécifiquement, j'ai mis une flèche qui pointe sur les logements protégés. Alors, si on passe à la diapositive suivante, voilà, en 1959, ouverture de Val-Paisible, et il y a eu une deuxième cité du même type qui a été construite. Particularité de ces cités, si vous regardez sur votre gauche le plan des premiers appartements, c'est des studios, une pièce. Il y a une petite cuisine avec 2 plaques pour pouvoir se faire un minimum de cuisine. Il y a des toilettes, il n'y a pas de salle de bain, pas de douche. C'était la possibilité la salle de bain était dans les sous-sols avec une infirmière qui aidait les personnes à se doucher. Voilà, ça c'était le concept de départ. Je dis ça pour illustrer, on était encore bien dans la logique, on voulait faire moins que l'EHPAD ou l'EMS, on voulait faire différemment, mais on était quand même bien dans cette logique héritée du 19e siècle, d'un endroit pour les vieux, d'un asile en fait. Et c'est assez en dehors de la ville. On est à peu près à 1 kilomètre du premier grand centre commercial d'un petit quartier où on trouve des cafés. Donc voilà, on a formé un petit quartier en soi avec les 4 immeubles que vous voyez sur la partie du plan. C'est une petite cité avec 88 appartements maintenant, dont une partie occupée par des seniors et une partie occupée par des familles pour avoir une mixité générationnelle. Aujourd'hui, à la faveur d'une grande rénovation à la fin des années 90, on a de plus en plus d'appartements 2 pièces. Il reste encore quelques appartements 1 pièce, surtout s'équiper maintenant évidemment d'une salle de bain et d'une vraie cuisine. Mais voilà, on a passé d'une démarche où l'idée c'est de donner une solution de logement à quelque chose qui est beaucoup plus inclusif, dans le sens où les gens peuvent vraiment vivre chez eux, avoir un chez-soi. Et ça, c'était la pionnière. On a fait évoluer le concept. Ce qui a pris une place très importante maintenant, sur la photo, vous le voyez sur la droite de la photo, on voit des vitrages, c'est le local communautaire. C'est une caractéristique de ce qu'on appelle encore les logements protégés, c'est qu'il doit y avoir un espace commun où les gens peuvent se retrouver.
À Val-Paisible, vu la grandeur du site, c'est un endroit où 5 jours, les jours ouvrables de la semaine, les gens peuvent venir manger avec un repas qui est préparé par un prestataire externe. On peut y venir tous les matins et boire un café et partager des moments de convivialité. Et puis, c'est aussi la force de notre structure associative. On peut y bénéficier d'animations qui sont soit le fait de la référente sociale, soit le fait de bénévoles qui interviennent, soit le fait de notre structure associative. Par exemple, il y a des cours d'activité physique qui sont donnés à l'intérieur de ces locaux et qui sont aussi ouverts à l'extérieur. Pardon, plus proche de nous, vous allez nous donner l'exemple de la maison Mivela. Est-ce que vous pouvez, au fond, nous décrire comment vous êtes passé de ce concept pionnier au concept de logement adapté et accompagné? Quels sont ses objectifs pour les personnes qui y résident? Et comment, au fond, le lien social y est maintenu, encouragé, soutenu? Alors voilà, une présentation visuelle de la maison Mivela. C'est un immeuble beaucoup plus récent, donc début des années 2000. C'est une personne qui a cédé son terrain à la ville de Lausanne avec la volonté d'y construire des logements accessibles, bon marché pour les personnes âgées. Et nous avons été mandatés pour développer ce concept avec une architecture qui avait pour but de favoriser aussi le lien social et la rencontre. Alors, comme toute tentative, il y a des choses qui sont moins bien réussies. Par exemple, on ne voit pas bien sur les plans, mais les coursives extérieures sont ouvertes. Ça facilite le dialogue, mais c'est aussi très froid l'hiver. Donc, voilà, il y a des tentatives architecturales qu'il faut chaque fois réfléchir et corriger. Ici, on est donc dans l'idée même d'avoir chacun son appartement, mais aussi le local communautaire qu'on voit sur le plan en haut à gauche, la partie qui est en jaune, qui est vraiment au cœur de l'immeuble. On passe devant pour rentrer chez soi. Et donc, on voit s'il y a quelqu'un, on y vient manger aussi, on propose un repas 4 jours par semaine ici. On a gardé aussi le concept d'un logement avec une mixité sociale. Il y a des familles qui habitent l'immeuble. Environ un quart des logements sont habités par des familles pour 3 quarts des logements habités par des seniors. On encourage les familles qui habitent à être aussi participants de la vie sociale, notamment en figurant sur le réseau dit Sécutel, c'est-à-dire ce que les personnes peuvent, l'alerte que les personnes peuvent enclencher si elles ont besoin d'une aide immédiate. Donc voilà, on a des locataires résidents qui vont pouvoir venir aider une personne à surveiller, etc. Mais c'est aussi toute l'animation qu'on y développe. Et ici, la maison Mivela, plus que la cité Val-Paisible, puisqu'on est beaucoup plus inséré au sein d'un quartier, peut aussi s'ouvrir à l'extérieur. Et c'est un des drames, je dirais, de cette période de confinement à cause du Covid. On a dû fermer nos activités aux personnes extérieures et on a vraiment engendré pour certaines d'entre elles la difficulté de la solitude. Mais c'est aussi à partir de là, je veux dire, de ce genre d'événements qu'on peut réfléchir au futur. Aujourd'hui, notre vision de ce qu'on aimerait développer dans le futur, c'est aussi de renforcer de manière très déterminante le fait qu'on puisse intervenir dans la maison, mais aussi pour des seniors qui habitent le quartier, leur proposant d'une part de participer aux activités de la maison, et d'autre part de recevoir aussi des visites à domicile. Ça, c'est vraiment le projet qu'on est en train de développer en ce moment. Donc, si je comprends bien, vous êtes en train de développer le concept qu'on aime tant en France de hors les murs. La maison Mivela pourra aussi intervenir hors les murs pour permettre de tisser des liens avec le quartier. Alors, peut-être une dernière question, parce qu'en préparant cette intervention, on en a parlé tous les deux. Certes, les acteurs associatifs continuent d'être pionniers ou tentent toujours d'être pionniers, comme l'a montré Hélène et comme vous le montrez vous aussi, Marc, avec cette présentation. Mais finalement, ce qu'on sait bien aussi aujourd'hui, c'est qu'un certain nombre de
de promoteurs, d'acteurs privés de l'immobilier sont en train de se lancer dans la proposition d'une offre d'habitat alternatif pour les seniors. Que pensez-vous de cette concurrence entre les acteurs associatifs et le monde privé et comment Pro-Sénéctouté Canton de Vaud compte y répondre? Évidemment, aujourd'hui, je dirais les acteurs du logement protégé, nous ne représentons plus qu'environ 10% de l'offre dans notre canton. Les autres acteurs sont d'une part les EHPAD qui ont construit des annexes à leurs établissements en proposant du logement protégé, souvent sur le même site, en pouvant offrir une mixité des services. Et puis, par ailleurs, effectivement, des acteurs du privé. Là, je pense qu'on peut mettre la diapositive suivante. Notre réflexion aujourd'hui est de dire, dans le fond, je disais tout à l'heure à la question en préambule, les gens que l'on rencontre dans nos projets souhaitent pouvoir rester dans leur quartier, dans leur village. Et nous, notre vision aujourd'hui, c'est sur quoi on commence à travailler avec un panel de propositions, est de dire, dans le fond, comment est-ce qu'on pourrait mixer notre approche du communautaire, dont on a maintenant 20 ans d'expérience, avec le logement, les habitats adaptés accompagnés, pour pouvoir étendre cette offre. On a déjà des expériences, on a une très bonne collaboration avec des habitats adaptés accompagnés dans nos régions d'intervention avec des projets communautaires. Et notre idée est de dire comment est-ce qu'on pourrait passer du 3e âge au 4e âge en étant d'abord des participants à quelque chose de communautaire dans son quartier ou son village, en étant acteur, parce qu'on est un jeune retraité qui a encore plein de force et de propositions et d'envie. Et puis petit à petit, en fonction d'une dégradation de la santé, peut-être d'un deuil, je deviens consommateur, j'ai besoin de prestations, j'ai besoin d'aide. La référente sociale de logement adapté pourrait alors à ce moment-là venir aussi chez moi. Ça nécessiterait peut-être de faire une adaptation de l'appartement, ou je pourrais même imaginer d'entrer dans cet appartement protégé que je connais déjà, qui me fait donc moins peur, puisque j'ai déjà depuis longtemps participé à des activités dans ce lieu, et je connais déjà des personnes. Enfin, voilà. L'idée, c'est de pouvoir offrir une transition et d'avoir autour du logement un centre d'activité de service qui soit vraiment ouvert sur l'extérieur. Et c'est notre vision par rapport à ce qu'offrent souvent les EMS EHPAD. C'est quelque chose un peu hors de la cité. Ce qu'offrent les propriétaires privés, c'est plutôt quelque chose en fonction des possibilités de construire selon les plans d'aménagement du territoire. Notre plus-value, c'est de dire, nous, ce qu'on veut répondre, c'est au défi du vieillissement de la population. Nous savons, nous, qu'on ne pourra pas doubler le système de soins. On n'aura ni le temps, ni la capacité financière, ni même la capacité de former des personnes pour y travailler. Donc, on sait que dans 20 ans, on devra faire avec moitié moins, puisqu'on aura le double de seniors, que ce qu'on a maintenant. Et je ne vois pas d'autre solution, personnellement, que agir dans cette pensée non seulement pour les seniors, mais avec EHPAD. On le voit dans le communautaire, quand ils sont actifs pour eux-mêmes, ils ont envie d'être actifs pour les autres. Et du coup, la santé est bien meilleure parce qu'on bénéficie de ce réseau de relations, on ne s'isole pas et on a beaucoup moins recours à des prestations privées. Et ça, c'est vraiment le défi sur lequel on travaille. Merci beaucoup, Marc. Peut-être avant de passer la parole à Maya Lecoing, une question pour vous, Marc, qui a été posée par Dominique Basset. C'est une question technique, donc je peux vous la poser tout de suite. Est-ce que vous avez des salariés à la maison Mivela? Alors, nous avons une salariée qui est référente sociale, une auxiliaire qui la supplée quand elle est en vacances. Donc, on offre une présence 52 semaines par an. Et puis, on bénéficie effectivement d'un petit groupe de bénévoles autour du service des repas et de l'animation d'activités. Donc, on a une prise en charge mixte, si je puis dire comme ça. Très bien. À savoir que parmi les bénévoles, il y a des locataires aussi. Je veux dire, on a des bénévoles qui ont jusqu'à 80-90 ans, qui se sont encore en forme. Là, à Valpésible, il y en a une qui a décidé quand même qu'à 92 ans, c'était le temps qu'elle arrête.
Mais voilà, on a aussi cet aspect-là pour rejoindre ce que disait Hélène tout à l'heure. Merci beaucoup, Marc. Donc, un entrelac fin et animé de bénévoles et de salariats. Merci beaucoup, Marc, de cette intervention. Maya Lecoin, vous êtes directrice, je le dis tout à l'heure, de l'association Ayem Zamen, qui a créé à Paris 9 domiciles partagés pour des personnes âgées immigrées. L'initiative a été lancée en 2014 et vous avez commencé à l'évoquer tout à l'heure, mais peut-être vous allez pouvoir nous le repréciser maintenant. Quelles sont les personnes que ciblent les domiciles partagés particulièrement et quels sont leurs besoins spécifiques par rapport aux personnes âgées qui vivent habituellement chez elles? Oui, merci de me redonner la parole. On a même fêté en 2020 l'ouverture du 10e appartement. Donc aujourd'hui, on a 32 personnes qui sont relogées à travers ce dispositif de colocation. Alors, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure. C'est vrai qu'on travaille avec un public qui a des conditions de vie assez particulières et qu'il a fallu absolument prendre en compte dans la construction et dans la mise en place de ce projet. Au risque de ne pas être adapté, de ne pas avoir les colocataires pour entrer lorsque tout est prêt, ce qui arrive parfois dans certains projets malheureusement lorsqu'on s'éloigne trop des besoins du terrain. Donc j'en ai parlé, il y a déjà une réalité certaine qui est la question du mal logement. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand on pense personnes âgées, on pense à la notion de rester chez soi le plus longtemps possible. Pour cela, il faut déjà qu'il y ait un chez-soi. Quand je parle d'un chez-soi, au-delà d'un toit, c'est de la notion d'un chez-soi confortable, adapté, etc. Nous, on travaille avec un public qui, de fait de son parcours de vie, a une forte précarité résidentielle. Donc, on accompagne des personnes au sein des cafés sociaux qui habitent dans des chambres de bonne, dans des hôtels meublés et dans des foyers de travailleurs migrants, qui sont des dispositifs qui ne sont absolument pas adaptés aux personnes âgées. Donc déjà, dans le projet, se dessinait aussi l'enjeu de lutter contre le mal logement, avant de réfléchir à des questions de lutte contre l'isolement, de partage, d'habitat partagé, etc. Donc voilà, des conditions de vie assez précaires avec un défi qui était, j'en parlais très rapidement tout à l'heure, la capacité financière de notre public qui a donc des pensions de retraite assez limitées, donc il fallait que les loyers soient très adaptés, tout en proposant un service assez complet, des appartements adaptés, équipés, etc. Donc ça a été aussi un enjeu pour nous. Et puis voilà, je les cite rapidement dans le petit encart. Vous avez d'autres spécificités qui sont, par exemple, la rupture numérique, le non-accès aux soins, ou encore le vieillissement précoce. C'est vrai que les personnes qu'on accompagne ont souvent occupé des postes très pénibles dans des secteurs professionnels tels que le bâtiment ou la confection. Et donc, c'est vrai qu'elles n'ont pas forcément le même profil qu'un cadre retraité à 65 ans. On a parfois des problématiques de santé physique qui sont assez difficiles à gérer et à accompagner. Donc, voilà pour une première présentation générale du public. On a aussi des personnes qui ont peu accédé au statut de citoyenneté et qui se sont aussi peu appropriés certains outils. Donc, il y a une capacité d'autodétermination qui est assez limitée. Donc, notre enjeu en tant qu'association, ça a été d'être là pour soutenir, accompagner, répondre aux besoins, mais accompagner aussi la participation sans être trop directif. Ça a été un équilibre à trouver entre être à l'écoute, accompagner les personnes à exprimer leurs attentes vis-à-vis des logements, du mobilier, sans parler à leur place, mais en le faisant de manière assez informelle. Parce que ce qu'on constate aux cafés sociaux comme dans les domiciles partagés, c'est que lorsqu'on essaie de formaliser cette participation, ça ne fonctionne pas. Par exemple, on a essayé de construire un concept de vie des colocataires avec une instance un peu formelle des élections. Bon, ça ne fonctionne pas. Ce qui fonctionne, c'est qu'ils viennent nous parler de manière très informelle au quotidien du logement, des attentes, etc. Donc voilà pour la première présentation. On peut passer à la slide suivante. Donc, je le disais tout à l'heure, le premier objectif, c'est de reloger. Déjà, de faire accéder à ces personnes à un logement qui soit adapté, qui soit confortable et qui soit agréable. Mais le second objectif, évidemment, c'est aussi d'accompagner pour lutter contre l'isolement de ces personnes qui résident souvent en France seules. Elles ont souvent la famille qui est restée au pays.
Donc, parfois, elles font des allers-retours entre la famille et la France, mais la plupart sont très isolées en France. Donc, il y avait vraiment une notion tout de suite de lutte contre l'isolement qui s'est dégagée. Et c'est à ce moment-là qu'on s'est dit que la colocation, ça pouvait peut-être être une solution à la fois pour réduire les coûts, parce que du coup, on partage pas mal de charges, et en même temps, pour partager la vie du quotidien avec des personnes qui nous ressemblent aussi, qui ont un peu le même parcours de vie que nous. C'est aussi pour ça qu'on a fait le choix que ce soit pas intergénérationnel. On nous demande souvent pourquoi il n'y a pas de jeunes dans ces logements. Alors déjà, un jeune qui entre, c'est super, mais c'est une place en moins pour un vieux. Et puis aussi parce que ce qu'on a entendu de la part des personnes, c'est vraiment l'envie de vivre une fin de vie sereine, au calme, avec des gens qui ont les mêmes attentes que nous, le même quotidien, qui mangent à la même heure, qui rentrent pas tard, qui font pas forcément trop de bruit, avec qui on peut aussi parler ou partager un plat qu'on fait ensemble, etc. Donc aujourd'hui, je le disais, on a 10 appartements qui sont répartis en diffus sur le territoire parisien. Donc on est resté vraiment sur le nord-est, 18, 19 et 20e pour ceux qui connaissent Paris. C'est des quartiers historiques de l'immigration. Pourquoi? Parce que comme le disait très justement Marc, les gens ont envie d'habiter dans des quartiers qu'ils connaissent et dans lesquels ils ont vécu. Donc on a vraiment dialogué avec notre partenaire Paris Habitat, notre bailleur, pour avoir des quartiers au cœur de la ville, près des administrations, des transports et dans des quartiers que les gens connaissent. Donc voilà, les domiciles partagés, c'est à la fois une réponse au mal logement et en même temps tout un accompagnement sur la vie collective et sur de l'accompagnement individuel. Donc là, vous voyez sur la petite photo en bas à droite notre collègue Aïda. Elle est travailleuse sociale, elle est salariée de l'association et c'est elle qui accompagne au quotidien les personnes relogées. Ça se traduit soit par des entretiens individuels au domicile ou au café social où on va discuter des besoins, du choix d'une mutuelle, d'un rendez-vous avec un spécialiste de santé, etc., de la gestion du budget, voilà, plein de choses. Et en même temps, c'est elle qui propose régulièrement des activités dans les domiciles, mais aussi à l'extérieur. Voilà, elle propose des sorties cueillettes, jardin, à la ferme, pour favoriser aussi cette vie collective et faire en sorte que les personnes se connaissent davantage. Voilà, donc là, vous avez 2 appartements très différents. Un qui a ouvert en bas à droite en 2014, un des premiers avec 3 messieurs d'origine maghrébine qui sont très âgés. Le doyen au milieu a plus de 90 ans. Et à gauche, le dernier appartement qui a ouvert avec 3 messieurs plus jeunes, mais avec des parcours résidentiels très précaires et qui avaient vraiment une attente en termes de relogement. On peut passer, je pense, à la slide. Oui, merci. La question qu'on s'était posée ensemble, enfin en tout cas quand on a préparé le webinaire, c'était aussi, vous nous avez très bien décrit les personnes, mais comment ces domiciles, donc c'est ce que vous allez nous expliquer maintenant, comment est-ce qu'ils sont organisés et comment est-ce que ces personnes qui ont vécu des parcours résidentiels très précaires organisent leur vie quotidienne autour des tâches, des problématiques de santé et des problématiques évidemment d'activité pour avoir aussi du plaisir à vivre, comme ça a été évoqué par Marc et par Hélène. Tout à fait. Alors justement, on peut le voir là avec le petit plan qui est le schématique d'un appartement. On a des espaces individuels comme les chambres, etc. Mais on a évidemment énormément réfléchi les espaces collectifs pour qu'ils favorisent justement des moments de convivialité ensemble à plusieurs. Mais ça s'accompagne, c'est pas évident. La colocation déjà à 18 ans, c'est pas évident, mais lorsqu'on est âgé, ça l'est encore moins. Donc il y a un vrai travail qui est fait à l'entrée dans les logements. Mais ça commence, je dirais, avant même qu'on pose sa valise dans l'appartement. Quand on va choisir le mobilier avec les personnes et qu'on leur dit, voilà, vous avez envie de quelle table dans le salon pour manger ensemble, c'est le début de la vie en collectif. Et ensuite, notre collègue, donc travailleur social, elle va aussi faire tout un travail de schéma de règles de vie, on appelle ça les règles de vie, mais ce n'est pas forcément des règles de vie qui sont contraignantes. En fait, c'est des espaces de parole au début pour se rencontrer et poser ce qui est important pour nous dans la colocation. Donc, par exemple, il y a des appartements
où il a été décidé que les colocataires prenaient le courrier en bas pour leur coloc et le montent, etc. Et puis il y a des appartements où on a décidé de se retrouver à telle heure tous les soirs pour manger ensemble. Donc ce n'est pas vraiment des règles de vie, c'est plutôt une notion de partage et ce qu'on entend par la colocation. Ça permet aussi de poser ce qui est important pour les personnes. Je parlais aussi par exemple du besoin de calme, hein, mais la télévision, il n'y en a qu'une dans l'appartement. Donc, il faut aussi décider à quelle heure on la regarde, quel temps est dédié à chacun. Et ça, c'est vrai qu'il y a toute une médiation qui se met en place et qui évite la naissance de conflits, d'autant plus que ces appartements sont mixtes en termes de genre et en termes d'origine culturelle. Donc, on a 2 femmes parmi ces messieurs, on a des messieurs qui viennent de pays très différents, et donc il y a des pratiques et des habitudes qui ne sont pas les mêmes. Aussi, en termes d'âge, à 65 ans en tant que jeune retraité, on n'a pas les mêmes enjeux qu'à 90 ans. Mais ça permet aussi une mixité qui fait que la vie est peut-être plus facile que si on regroupe vraiment les personnes très âgées en perte d'autonomie entre elles et les personnes plus jeunes. Voilà, il y a quelque chose, il y a une sorte de dynamisme qui se met en place et de solidarité qui est très forte dans ces logements qui est assez impressionnante. Merci, merci Maya. Alors, on a traversé la crise sanitaire et on a tous bien compris que parmi les personnes qui avaient été très invisibilisées et très fragilisées par la pandémie, c'était les personnes âgées. Quel retour d'expérience vous avez sur la façon dont les habitants ont vécu la crise sanitaire dans les domiciles partagés? Et puis, comment est-ce que vous prenez en compte ces besoins et comment ces besoins, donc c'est une question un peu à tiroir, viennent nourrir l'essaimage, puisque vous allez développer les domiciles partagés sur Paris, comment l'expérience des habitants actuels vient nourrir l'essaimage que vous comptez faire dans les années qui viennent? Alors, pendant que je réponds à cette question, n'hésitez pas à faire passer les slides pour que les personnes puissent voir quelques photos et de comment est-ce qu'on a mis en place ces appartements dans l'équipement, etc. Mais alors, sur la crise sanitaire, c'était une période extrêmement difficile, mais comme beaucoup d'acteurs qui travaillent auprès des personnes âgées. Un premier constat positif qui a été fait, c'est qu'on a eu moins de décès que dans les EHPAD et dans les grosses structures collectives et que finalement, le risque de contagion, il était limité par le fait qu'on avait des petites unités de vie. Même si je vous avoue qu'on n'a pas passé une période très sereine et que malheureusement, on a évidemment eu des personnes touchées. On a 2 colocataires qui sont décédés pendant le premier confinement et ça a été une période qui a été très anxiogène pour chacun. Je dirais qu'en termes d'enseignement, ce dont on s'est rendu compte, c'est que vivre le confinement seul chez soi, c'est toujours plus difficile que vivre un confinement quand on est 3 colocataires et qu'on peut au moins se parler, se voir entre nous, même si on essaye de limiter ses sorties et de ne plus voir ses amis, sa famille. Donc, en termes de souffrance par rapport à l'isolement, on s'est rendu compte que c'était des projets qui étaient tout à fait adaptés à ce genre de période si difficile. Après, c'est quand même un enjeu aussi pour nous, comme d'accompagner la perte d'autonomie, mais d'accompagner ces enjeux sanitaires, parce que finalement, ce n'est pas notre cœur de métier. Nous, on intervient plus sur l'accompagnement social, la convivialité, etc. Et c'est vrai que quand on se retrouve à accompagner le décès d'une personne, à être en lien avec les familles, etc., ça a été quand même, je dirais, quelque chose de nouveau pour nous. Ce dont on s'est rendu compte, c'est que très vite, les personnes ont eu un besoin très fort de partager ce qu'elles avaient vécu et leurs souffrances. Donc, on a proposé des groupes de parole dès qu'on a pu le faire dans les appartements pour qu'elles puissent parler de leur vécu du confinement et de la perte éventuelle d'un de leurs colocataires pour que justement, elles aient cet espace-là avec un intervenant spécialisé, un psychanalyste. Et au niveau de l'essaimage, aujourd'hui, nos enjeux, ils sont à la fois, je dirais, financiers et institutionnels, c'est-à-dire qu'à la fois le forfait habitat inclusif, il offre une magnifique fenêtre de développement pour nous. On a lancé ce projet quand ces financements n'existaient pas. Et c'était très précaire au début et très instable pour nous en tant que petite association. Aujourd'hui, on y voit un petit peu plus clair sur notre avenir au niveau financier.
Par contre, il y a un vrai enjeu d'essaimage et je dirais, de récupération du principe par les pouvoirs publics. Si nous, on a prouvé en tant que petite association que c'était possible, que ce n'était pas si compliqué à faire et qu'on arrive à gérer 10 appartements, je pense que la ville de Paris et d'autres collectivités locales pourraient tout à fait se saisir de ces projets et en tout cas accompagner des structures qui auraient quelques outils, quelques expertises à les porter plus facilement. Parce que voilà, il y a urgence, les gens ont envie, besoin d'autre chose pour vieillir et penser de nouvelles modalités de vieillissement et d'accompagnement du vieillissement, ça me semble être une forte priorité pour nos sociétés. Pardon. Justement, Maya, il y avait une question d'un des spectateurs d'aujourd'hui qui demandait si vous aviez une connaissance des besoins, soit exprimés, soit connus sur Paris pour la population dont vous vous occupez. Alors, ce que je peux vous dire en notre nom, c'est que nous, on a une liste d'attente qui s'allonge d'année en année et qu'on a beau ouvrir de nouveaux appartements, les besoins sont là. Après, je dirais qu'il y a quand même un point d'attention à avoir entre le fait que la personne ait besoin d'être relogée et besoin d'un logement adapté et la véritable envie de vivre en colocation. Et nous, c'est tout l'enjeu qu'on essaye de voir dès le départ lorsqu'une personne s'inscrit dans le projet. C'est qu'elle soit vraiment dans une dynamique collective pour que justement elle ait conscience qu'elle va prendre part à un projet avec d'autres colocataires, à un projet de vie, à un projet de vieillir. Et on est vraiment sur du logement pérenne. On propose ces logements aux personnes jusqu'à ce qu'elles le souhaitent et on les accompagne parfois sur de la fin de vie. Donc on est vraiment sur un projet de vie qui doit être partagé. Alors là, je soulève dans cette slide quelques enjeux qui me paraissent importants. Je ne vais pas tous les détailler, mais peut-être simplement vous dire qu'on est entré dans une démarche très expérimentale. On a débuté avec 2 appartements, qu'on a fini avec 10, et ça nous a vraiment permis de s'adapter à chaque retour d'expérience, c'est-à-dire qu'on a essayé d'intégrer ce qu'on observait sur le terrain. Il y a des choses qu'on avait imaginées, qui étaient bien imaginées, qui ont fonctionné. Il y en a d'autres qu'on a repensées, et je pense que c'est très important du coup de rester vraiment dans une logique, je le disais, de soutien de projet et pas de penser à la place et de faire à la place des personnes. Il y a une autre question pour vous, Maya, qui est comment anticipez-vous le vieillissement des habitants et notamment leur entrée dans la dépendance? Vous venez de dire que vous les accompagnez jusqu'à la fin de leur vie, mais quand la personne rentre vraiment dans une très grande dépendance, comment est-ce que vous faites et sur quelles ressources est-ce que vous vous appuyez? Oui, alors, comme on le fait au sein des cafés sociaux, on est vraiment dans une démarche partenariale. On ne pense pas qu'on peut tout faire, qu'on est spécialiste de tout, au contraire, et on va plutôt se mettre en lien avec des acteurs spécialisés. Alors, sur la fin de vie, je dirais que j'ai observé 2 profils types après ces 8 ans d'expérience. Il y a un premier groupe de personnes qui va vraiment sur la fin de vie, quand elles semblent perdre en autonomie, etc. Elle va émettre le besoin de rentrer au pays pour mourir auprès des siens. Et ça, on l'accompagne, mais c'est un gros travail également parce qu'il faut se mettre en lien avec la famille, il faut organiser le retour à domicile et il faut vérifier aussi que toutes les conditions sont réunies pour que ça se passe bien pour la personne. Donc, ce qu'on a proposé, par exemple, pour un monsieur de 92 ans, c'était une période test. On lui a gardé sa chambre pendant 3 mois. On lui a dit, vous allez chez votre fils, vous allez voir comment ça se passe. Et on voit dans 3 mois si vous souhaitez toujours rester chez lui, si c'est un projet à long terme. Ça l'a beaucoup rassuré. C'est ce qui a permis à cette personne d'essayer de vivre chez son fils en Belgique. Et ça s'est très bien passé. Aujourd'hui, il y a encore et il nous donne régulièrement de ses nouvelles. L'autre profil, je dirais, c'est les personnes qui souhaitent vieillir dans les domiciles partagés. Et là, ça s'anticipe énormément et c'est tout l'enjeu du travailleur social. Ça va être d'effectuer les diagnostics en termes de troubles cognitifs, d'accompagner les personnes vers les soins spécialisés. Donc là, je pense à une dame qui commence à perdre un petit peu en autonomie, pour laquelle on a mis en place un lit médicalisé, par exemple. Et les domiciles partagés peuvent tout à fait prétendre à une évaluation APA, donc à des aides à domicile pour la personne individuelle. Donc c'est très rassurant comme écosystème parce qu'elle peut tout à fait recourir à des dispositifs de soins auxquels elle pourrait prétendre si elle était seule chez elle, sauf qu'en plus elle a des colocataires et qu'en plus le travailleur social l'appelle tous les jours
pour savoir comment ça va et qu'elle passe au café social nous donner des nouvelles. Donc, c'est un environnement qui est rassurant pour mettre en place tout ça. Et pour l'instant, on n'a pas eu de difficultés. Voilà, on a eu évidemment des périodes d'hospitalisation. Il y a des gens qui ont des dégradations soudaines de santé. Et elles vont à l'hôpital, mais ensuite elles reviennent et on est là pour accompagner le retour à domicile. Merci Maya. Il y a d'autres questions pour vous dans le fil de la discussion. Je vous propose d'y aller comme on avance tout doucement vers la fin de notre webinaire et qu'on a une question collective à vous poser, que Claire va vous poser. Je propose à tous les participants de garder les contacts et les noms les contacts des 3 intervenants à qui vous pourrez poser vos questions directement. Et Maya ira regarder le fil de la discussion pour suivre les questions qui lui ont été posées. Et je passe la parole à Claire. Merci. Donc, par rapport à vos échanges et aussi aux questions et témoignages des participants, et peut-être aussi de la crise sanitaire dont nous espérons évidemment sortir dès que possible, quelle perspective peut-on tirer pour ces formes de logement qui finalement concernent des périodes de la vie très différentes, mais qui ambitionnent aussi de redonner toute sa place au cœur de la cité des liens sociaux à la personne qui vieillit? Marc, peut-être? Non, je vais me baser sur les réponses des autres pour rebondir. Peut-être qu'Hélène, je te laisse répondre pour du global et après rentrer plus sur une vision terrain. Alors, moi, ce que j'ai envie de faire, c'est d'abord faire un retour 10 ans en arrière, lors de ma première rencontre avec Pascal Drière. Donc, à l'époque, il coordonnait pour la revue Gérontologie et Société un numéro sur l'habitat et m'avait demandé d'y contribuer avec un article sur les formes alternatives d'habitat en Allemagne. Et ce que j'ai envie de dire maintenant, c'est qu'en matière de formes alternatives d'habitat, nous sommes maintenant à peu près à la situation où on en était il y a une dizaine d'années ou un peu plus en Allemagne. Donc, c'est un moment de reconnaissance officielle de ces alternatives avec des mesures concrètes pour les soutenir. La conclusion de mon article à l'époque, c'était qu'il y avait des belles initiatives en France, mais qu'on ne pouvait pas compter sur les efforts des pionniers, comme le café social par exemple, pour répondre à la demande et à toutes ces craintes des personnes qui se sentent un peu dans des impasses. Donc, et ce qu'on a vu, c'est cette reconnaissance officielle, un cadre législatif et des moyens financiers ont permis un fort développement en Allemagne. Alors là, je vais parler d'une forme bien spécifique qui sont les colocations responsabilité partagée pour les personnes qui vivent avec la maladie d'Alzheimer. Il y en avait quelques centaines à l'époque et maintenant il y en a 4000 qui concernent 40 000 habitants. C'est encore peu face aux besoins, mais il ne s'agit pas de remplacer, il s'agit de proposer des choix. Donc si on est dans la même progression, on peut dire, grâce à la mise en place, la reconnaissance de l'habitat inclusif, un cadre législatif, un début de financement et une prise de conscience du besoin d'accompagnement, les perspectives sont tout à fait positives. Mais il y a quand même un enjeu, ce n'est pas juste celui du développement, mais c'est aussi l'enjeu de garder la ligne de ce dont je parlais dans les 3 parts, partage, participation, partenariat, qui ont été illustrés, je pense, par les autres intervenants. Donc, pour avoir des solutions pensées, adaptées localement, avec un croisement des regards entre les partenaires. Donc, il s'agit vraiment d'avoir un soutien aux initiatives locales dans leur diversité pour qu'il y ait un vrai choix et pas seulement, le risque, c'est d'une diffusion nationale de modèles préformatés qui sont plus faciles à déployer, mais qui offriront pas ce choix auquel aspirent les gens. Donc, espoir, mais aussi vigilance. Merci. Maya, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, je me joins tout à fait aux propos de Ben, c'est-à-dire qu'on sent à la fois un élan très positif pour l'habitat inclusif avec de belles opportunités et je pense qu'il y a une sorte de prise de conscience au niveau des pouvoirs publics et du grand public sur la nécessité de réfléchir à d'autres modes d'accompagnement du grand âge et notamment d'habitat. Après, voilà, une vigilance à avoir très forte sur
je dirais, l'effet d'opportunité que ça peut avoir sur certains porteurs de projets. Sur l'habitat inclusif, on l'a vu, hein, j'ai vu un petit peu la nature des projets qui ont été soumis à des demandes de financement. Je dirais qu'il y a du vrai habitat inclusif avec des projets portés par les habitants, pour les habitants, avec les habitants. Et puis, il y a aussi, je dirais, des projets qui relèvent plus avec des enjeux lucratifs forts, qui relèvent plus du secteur privé et qui n'ont pas forcément les mêmes notions éthiques et les mêmes objectifs et les mêmes finalités. Donc, je dirais qu'il y a une grosse attention à avoir comme à chaque fois qu'il y a des opportunités de financement. Voilà. Merci beaucoup. Marc? Oui, c'est pas un contrepoint, c'est juste une anecdote, si je puis dire comme ça. On essaye de développer un secteur intermédiaire entre le communautaire et le logement protégé avec des projets que nous sommes en train de démarrer. Et récemment, on a été mandaté par un groupe immobilier en Suisse, Losinger Maradi, qui fait partie du groupe Bouygues, qui, sur sa base d'une charte éthique, nous a mandaté pour accompagner la naissance de nouveaux quartiers. Alors, dans ce quartier, il y a un des immeubles construits qui est vraiment issu d'une association qui avait envie de faire du vivre ensemble. Donc, on est tout de suite bien avec eux. Mais le but, c'est d'arriver à faire, dès que tous les lots seront livrés, créer une véritable vie de quartier dans un quartier qui soit aussi pensé de manière écologique et durable. Et notre rôle, qui est normalement vers les seniors, là, va devenir du coup intergénérationnel. Et ce n'est pas anodin, je trouve, que des grands groupes immobiliers décident de consacrer une part de leur marge bénéficiaire pour favoriser la vie de quartier. Donc, nous, on essaie d'être prudent avec, disons, certaines initiatives immobilières malheureuses, mais aussi collaboratives, ouais, je pense que c'est le bon terme, lorsque ça se présente avec des groupes immobiliers qui veulent travailler. Il y a toute une réflexion aussi chez certains pour justement favoriser les réflexions de logement pour les seniors, pour leur permettre d'y rester jusqu'à la fin des jours. Le gros problème en Suisse, c'est qu'en général, quand on refait un logement, le loyer augmente terriblement. Et ça, c'est tout le défi d'arriver à trouver des accords. Et ça, c'est peut-être notre rôle d'association, de pouvoir proposer une solution technique et humaine qui permette aux gens de rester dans leur logement ou de déménager sans que ça leur coûte plus cher pour avoir un logement plus petit. Enfin, le genre de défi auquel on s'attaque. Merci beaucoup, Marc. Je rebondis juste, avec Claire avait ouvert son micro, mais je rebondis juste avant de lui céder la parole à nouveau, parce qu'il y avait eu justement une question sur cet enjeu des partenariats publics-privés à l'avenir, et qui prenait la question de est-ce que l'un des intervenants dispose-t-il d'une charte ? Est-ce qu'il y a une charte qui nous permettrait à nous, acteurs, de nous organiser quand on rencontre, par exemple, le groupe Bouygues et qu'on est soit un petit porteur, soit une très grosse association ancienne, mais où en tout cas on a à faire valoir un certain nombre de valeurs et un certain nombre de visions stratégiques. Donc, on est en train de s'acheminer tout doucement vers la fin du webinaire. Je pense que c'est à garder en tête, et peut-être que vous pourrez apporter aux membres participants du webinaire un certain nombre de réponses, en tout cas. Et si vous avez des éléments concernant ces chartes, ces collaborations construites et élaborées avec le privé, je pense qu'il y aura de grands intérêts. Alors, il m'appartient de terminer ce webinaire et de le clôturer. Je vois que tout le monde hoche de la tête. Donc, c'est à mon tour de remercier. Angélique a remercié tout le monde, mais c'est toujours important de vraiment remercier tout le monde. Donc, tout d'abord, merci à Hélène Lénarc, Maya Lecoin et Marc Favez, à la fois pour leur présence, leurs interventions, mais aussi pour le temps qu'on a passé ensemble à préparer ce webinaire. Merci évidemment à Angélique et Floria, avec qui on travaille la main dans la main, les écrans dans les écrans, il faut dire surtout, puisqu'on ne s'est pas vu depuis bien longtemps. Merci évidemment aussi à Emmanuel Cray et à Isabelle Pio qui nous accompagnent pour Idéal Connaissance, Idéalco, pardon, et qui nous font vraiment travailler dans une super ambiance. Et puis, vous savez que ce webinaire est à revoir, à voir et à revoir, à diffuser auprès de vos connaissances sur la plateforme PAPH d'Idéalco. Et vous aurez aussi des informations sur les sites de Leroy Merlin Source et de Ville Amie des Aînés.
Le prochain webinaire aura lieu, le prochain et dernier webinaire de cette série aura lieu le 8 juin prochain à 10h30. Il sera consacré à l'EHPAD, un dernier chez soi, point d'interrogation, et il sera la dernière étape, la dernière petite brique que nous apportons ensemble avec le réseau francophone Ville Amie des Aînés avant le colloque du mois de juillet qui vous réunira tous, nous l'espérons en présentiel à Saint-Étienne. Toutes les informations sur le site Ville Amie des Aînés. Est-ce que je n'ai rien oublié? Très bien. Un grand merci à vous tous, un grand merci à tous les participants et puis à très bientôt.